Je m'appelle Claire, et bien que je n'ai jamais mis les pieds dans une université, j'ai appris à survivre dans un monde qui ne pardonne pas le manque de diplômes. Ce n'est pas que je n'en ai pas eu l'occasion. Simplement, la vie m'a emmenée sur un autre chemin. Mon père est tombé malade alors que je terminais le lycée, et il fallait bien que quelqu'un reprenne la petite affaire familiale, une boutique de vêtements dans le quartier du Marais à Paris. Ce qui avait commencé comme une solution temporaire est devenu ma réalité pendant des années. Quand j'ai rencontré Marc à une fête d'amis communs, quelque chose a immédiatement cliqué entre nous. Il était architecte, de ceux qui parlent avec passion de lignes, d'espace et de lumière naturelle. Il avait un sourire qui illuminait n'importe quelle pièce et une façon de me regarder qui me donnait l'impression qu'il me voyait vraiment, au-delà de mon apparence. Nos premiers rendez-vous furent un tourbillon de rires, de conversations jusqu'à l'aube et de baisers volés au jardin du Luxembourg. « Ma mère veut te rencontrer », m'a-t-il dit un jour, alors que nous partagions un chocolat chaud chez Angelina. J'ai senti mon estomac se nouer. Il m'avait déjà raconté qu'il venait d'une famille parisienne traditionnelle, de celles où tous les membres ont au moins 2 diplômes accrochés au mur. Son père était juge, sa sœur médecin, et lui, l'architecte prometteur. Sa mère, Madame Thérèse, avait été professeure de littérature à la Sorbonne pendant 30 ans. Et si je ne lui plais pas, ai-je demandé, en remuant nerveusement ma cuillère. Impossible, a répondu Marc en m'embrassant le front. Tu es merveilleuse. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Dès l'instant où j'ai franchi le seuil de cet appartement du 16e arrondissement, avec ses hauts plafonds et ses meubles d'époque qui sentaient la cire et la tradition, j'ai su que j'étais en territoire hostile. Madame Thérèse, une femme grande et mince aux cheveux parfaitement teints et portant un collier de perles qui semblait me juger autant que ses yeux, m'a toisé de haut en bas, comme si j'étais de la marchandise défectueuse. « Et vous ? Que faites-vous dans la vie ?» m'a-t-elle demandé pendant le dîner, après que Marc lui a raconté fièrement comment nous nous étions rencontrés. « Je travaille dans les réseaux sociaux », ai-je répondu, en essayant de paraître sûre de moi. J'avais quitté la boutique, de vêtements 1 an auparavant, pour m'aventurer dans le monde digital, en gérant les comptes de petites entreprises locales. Elle a reniflé, a croisé les bras sur son impeccable chemisier de soie, et a murmuré quelque chose qui, bien que destiné à être discret, était clairement fait pour que je l'entende. Encore une ignorante sans avenir. Marc l'a immédiatement réprimandé, mais le mal était fait. Le reste du dîner s'est déroulé dans une danse inconfortable de silence tendu et de conversations forcées sur la politique et l'art, des sujets où Madame Thérèse était comme un poisson dans l'eau et où je me sentais complètement déplacée. Ce mépris n'a pas été un incident isolé, but le début d'une routine humiliante. Chaque fois que nous allions lui rendre visite, elle trouvait un moyen de me rabaisser. Parfois c'était direct, toujours avec tes petites histoires d'internet. Je pensais que tu aurais déjà cherché quelque chose de sérieux. D'autres fois, c'était plus subtil, me demandant si je ne regrettais pas de ne pas avoir fait d'études, comme si ma vie actuelle était une punition pour mes mauvais choix. Les femmes comme toi, ça ne sert qu'à faire des enfants. Et encore, a-t-elle dit une fois avec un sourire fin, après que j'ai mentionné que je commençais à avoir des clients importants. Marc essayait de me défendre, mais sa mère était une force imparable, une matriarche à la voix de fer, et au cœur de glace qui avait perfectionné l'art de la cruauté élégante pendant des décennies. Avec le temps, j'ai remarqué que même lui commençait à douter, à me regarder différemment après les visites chez sa mère, comme s'il me voyait soudain à travers ses yeux, se demandant si j'étais vraiment à la hauteur. Moi, je serrais les dents et je souriais, ravalant mes larmes et me promettant qu'un jour, tout changerait. Je ne savais ni comment, ni quand, mais ça changerait. À la maison, loin des regards dédaigneux de Madame Thérèse, je me plongeais dans mon travail. Ce qui avait commencé comme de la gestion de réseaux sociaux pour des commerces de quartier a progressivement évolué. J'ai découvert que j'avais l'œil pour détecter les tendances, pour savoir ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait, pas dans le monde digital en constante évolution. J'ai commencé à expérimenter avec de petites campagnes marketing, puis avec le dropshipping, vendant des produits sans avoir à les stocker, connectant des fournisseurs et des clients via
Des boutiques en ligne que je créais de A à Z. Je rentrais souvent les larmes aux yeux après les visites chez Madame Thérèse. Mais je ne l'ai jamais laissé me briser complètement. En silence, je travaillais des heures et des heures sur mon ordinateur, vendant des produits en ligne, créant du contenu, apprenant le marketing digital en autodidacte. Pendant qu'elle parlait de master et de doctorat, j'apprenais ce que personne n'enseigne à l'université. Comment transformer une idée en argent réel. Et peu à peu, ces larmes de frustration se sont transformées en détermination. Ma petite entreprise a commencé à grandir. J'ai engagé une amie pour m'aider, puis une autre. J'ai loué un petit espace dans un coworking du Sentier. Mes revenus augmentaient de mois en mois, mais je me gardais bien de le mentionner devant Marc ou sa famille. Quelque chose en moi voulait garder ce succès secret, comme un trésor qui n'appartenait qu'à moi. Peut-être parce que je craignais qu'ils le méprisent aussi, ou peut-être parce que j'attendais le moment parfait pour le révéler. Le mieux dans tout ça, c'est que Madame Thérèse n'en avait aucune idée. Elle continuait de me voir comme la pauvre fille sans études qui finirait probablement par dépendre financièrement de son fils. Et pour l'instant, je préférais qu'elle continue de le penser. La dernière fois qu'elle m'a humiliée, c'était comme une gifle en public. Près de 2 ans s'étaient écoulés depuis ma rencontre avec Marc, et notre relation avait survécu, malgré la désapprobation constante de sa mère. Nous étions tous réunis pour l'anniversaire de Lucie, la sœur de Marc, dans un restaurant chic du centre de Paris. La famille au complet était là. Le père de Marc, un homme silencieux qui semblait vivre dans l'ombre de sa femme. Ses oncles et tantes, tous des professionnels reconnus, et plusieurs cousins aux carrières brillantes. Le dîner se déroulait avec cette fausse cordialité qui caractérisait nos réunions de famille. J'essayais de rester en retrait, répondant par des sourires polis et des commentaires brefs, jusqu'à ce que Madame Thérèse, après son 2e verre de vin, décide que c'était le moment parfait pour me rappeler ma place. « Tu sais, Lucie, » dit-elle en s'adressant à sa fille, mais en s'assurant que tout le monde l'entende, « ton patron cherche quelqu'un pour le service marketing. J'ai pensé à Claire, mais bien sûr, il leur faut quelqu'un de diplômé. » Elle se tourna vers moi avec un sourire venimeux. C'est dommage que certaines personnes préfèrent jouer avec des ordinateurs plutôt que de se former sérieusement. J'ai senti le sang me monter aux joues. Marc a tenté de changer de sujet, mais sa mère était lancée. De mon temps, a-t-elle poursuivi, les femmes comprenaient l'importance de l'éducation pour ne dépendre de personne. Maintenant, il semble qu'il suffit de poster quelques photos sur Instagram pour se considérer comme des entrepreneuses. Elle laissa échapper un rire sec qui fut suivi d'un silence gêné. C'est alors que c'est arrivé, comme si quelque chose en moi s'était brisé, ou peut-être enfin réparé. Madame Thérèse, frustrée par le manque de réaction des autres, me regarda droit dans les yeux et lança « Tu n'es qu'une ignorante sans avenir. » Le silence se fit dans la salle. J'ai vu la honte dans les yeux de Marc, l'inconfort sur les visages des autres invités. J'ai senti l'humiliation me monter à la gorge comme de l'acide. Mais pour la première fois, je ne me suis pas sentie petite. Je n'ai pas eu envie de pleurer ou de me cacher. Marc a tenté d'intervenir, mais j'ai levé une main pour l'arrêter. J'ai respiré profondément. J'ai regardé sa mère dans les yeux et je lui ai dit avec un sourire tranquille « Ne t'en fais pas ». 3 mots, simples, presque aimables, en surface. Mais dans mes yeux, il y avait une promesse, un adieu silencieux que seul moi comprenais à ce moment-là. Madame Thérèse a froncé les sourcils, déconcertée par ma réaction. Elle s'attendait à des larmes, des bégaiements, peut-être des excuses pathétiques. Pas ce calme soudain. Le reste du dîner fut un brouillard. Je me suis excusée tôt, prétextant un mal de tête. Marc m'a accompagnée jusqu'à la porte du restaurant, inquiet, s'excusant une fois de plus pour le comportement de sa mère. « Ce n'est pas ta faute », lui ai-je dit en l'embrassant doucement. Et c'était vrai, ce n'était pas sa faute, mais ce n'était pas non plus son combat. Cette même nuit, seule dans le petit appartement que nous partagions à Oberkampf, j'ai vérifié les dernières statistiques de mes boutiques en ligne. Les revenus du mois dépassaient toutes les projections.
Ma dernière collaboration avec une marque de cosmétiques naturels avait été un succès retentissant, et je venais de signer un contrat avec une entreprise portugaise qui voulait s'étendre sur le marché français. En moins de 2 ans, j'étais passée de la gestion de comptes Instagram de commerces locaux à la direction d'une petite agence de marketing digital avec 5 employés. J'ai fermé mon ordinateur portable et je me suis permis de pleurer, mais cette fois de soulagement. Les larmes n'étaient pas de frustration ou de honte, mais de libération. Pendant des mois, j'avais reporté une décision que, au fond de moi, je savais inévitable. Les mots de Madame Thérèse avaient simplement été le coup de pouce final. Le lendemain matin, pendant que Marc dormait, j'ai commencé à faire mes valises. Je n'ai pas pris grand-chose, juste l'essentiel. Quelques vêtements, mon ordinateur, quelques livres et des photos. J'ai laissé une note sur la table de la cuisine. Ce n'était pas une lettre de rupture dramatique, mais une explication honnête. Je lui ai parlé de mon entreprise, des revenus que j'avais cachés, de la maison que j'avais achetée à Lisbonne 3 mois plus tôt comme investissement et qui serait désormais mon foyer. J'ai besoin d'espace pour grandir, ai-je écrit, à la fin. Et tu as besoin de décider qui tu es sans l'ombre de ta mère sur nous. Je t'aime, mais je m'aime davantage. Le voyage vers Lisbonne fut comme traverser un pont vers une autre vie. La ville m'a accueilli avec sa lumière dorée, ses rues pavées et ce rythme différent, plus posé que le frénétique Paris. Ma nouvelle maison était à Alfama, l'un des quartiers les plus anciens et charmants, une villa moderne entièrement rénovée, avec vue sur le Tage. Elle avait une piscine, un petit jardin avec des citronniers et même un bureau privé rien que pour moi, avec de grandes baies vitrées d'où je pouvais voir les bateaux passer tout en travaillant. J'avais réussi. Sans diplôme, sans approbation, sans aide. À 28 ans, j'étais propriétaire d'une entreprise prospère et d'une maison que beaucoup de professionnels avec des décennies de carrière ne pourraient pas s'offrir. Et le meilleur de tout, j'étais complètement libre. Pendant les ânes, premier jour à Lisbonne, je me sentais comme une intruse dans ma propre vie. Je me réveillais en sursaut, pensant que tout n'était qu'un rêve, que d'un moment à l'autre le réveil sonnerait, et que je redeviendrais la Claire qui baissait la tête face aux commentaires de Madame Thérèse. Mais alors j'ouvrais les yeux, et je voyais la lumière filtrer à travers les rideaux de lin. J'entendais le son lointain des tramways et des bateaux, et je savais que c'était réel. Je dormais les fenêtres ouvertes pour sentir l'air frais chargé de sel. Je me réveillais, tôt, non par obligation mais par passion. Je prenais mon petit déjeuner sur la terrasse. Je travaillais jusqu'en milieu d'après-midi. Puis je sortais explorer ma nouvelle ville. Je me mêlais aux touristes et aux locaux sur les Miradouros, ces balcons naturels, d'où Lisbonne s'étend comme un rêve blanc et ocre. Je goûtais les pastéis de nata dans de petites pâtisseries. J'apprenais des mots en portugais. Je me faisais de nouveaux amis qui ne savaient rien de mon passé. Marc m'a appelé des dizaines de fois pendant cette première semaine. Au début, je n'ai pas répondu. J'avais besoin de cette distance. Quand nous avons finalement parlé, sa voix semblait brisée, confuse. Il ne pouvait pas comprendre comment j'avais caché tant de choses, comment j'avais tout planifié dans son dos. Ce n'était pas contre toi, lui ai-je expliqué. C'était pour moi. J'avais besoin de quelque chose qui soit entièrement à moi, quelque chose que personne ne pourrait m'enlever ou mépriser. Je n'ai pas mentionné sa mère, mais nous savions tous les deux qu'elle était un élément central de l'équation. Il m'a demandé de revenir, a promis que les choses seraient différentes, qu'il mettrait des limites claires à sa famille. Mais j'avais déjà pris ma décision. Nous avons besoin de temps, lui ai-je dit, tous les deux, pour découvrir qui nous sommes vraiment. Des années de sacrifices, de moqueries et d'efforts avaient finalement porté leurs fruits. Et bien que je me sente libérée, une partie de moi savait que cette histoire n'était pas encore terminée. Madame Thérèse ne savait encore rien, mais elle le saurait bientôt. Pas par vengeance, mais parce que certaines histoires ont besoin d'une fin appropriée pour que nous puissions commencer le chapitre suivant. Je vivais dans le luxe, mais sans faire de bruit. Les premiers mois à Lisbonne furent comme une danse silencieuse avec moi-même, redécouvrant qui j'étais, loin des attentes des autres et des jugements constants.
Je n'ai rien publié sur les réseaux sociaux concernant mon déménagement ou ma nouvelle vie. Je n'ai pas appelé d'amis communs, ni même Marc après notre dernière conversation. Je voulais savourer ce triomphe de manière intime, comme quelqu'un qui garde un trésor et le contemple en solitude. Ma villa à Lisbonne n'était pas seulement une maison, c'était un symbole. Chaque brique représentait une nuit blanche, chaque carreau de faïence était une larme cachée. Chaque fenêtre, une victoire sur les mots qu'on m'avait jetés comme des couteaux. Quand je passais mes doigts sur les murs fraîchement peints, je sentais que je touchais ma propre résilience. Faites matière. Matinées ont acquis une routine agréable. Je me levais avec le premier rayon de soleil, je préparais du café dans la cafetière italienne que j'avais achetée sur un marché local, et je travaillais depuis la terrasse jusqu'à ce que la chaleur devienne trop intense. Ensuite, je nageais dans la piscine, laissant l'eau laver tout résidu d'amertume qui pouvait rester. Les après-midi, je parcourais la ville, découvrant de petits restaurants où les serveurs commençaient déjà à me reconnaître, des boutiques d'artisanat où les vendeuses me saluaient par mon nom. L'entreprise, pendant ce temps, continuait de croître. J'ai embauché 2 personnes de plus à Lisbonne. J'ai étendu les services aux clients portugais et j'ai commencé à explorer le marché brésilien en profitant de la connexion linguistique. Parfois, je me surprenais au milieu d'un appel vidéo avec des clients importants, parlant avec une assurance que j'aurais considérée comme impossible des années auparavant. Je n'étais plus la fille qui baissait la tête face aux commentaires désobligeants. J'étais une entrepreneuse respectée, dont l'opinion était valorisée et recherchée. Cependant, je ne me suis pas éloignée de ma famille. Contrairement à l'attitude de Madame Thérèse, mes parents avaient toujours été mon soutien inconditionnel. Eux, qui n'avaient jamais eu grand-chose, m'avaient donné le plus important, la confiance en moi. J'ai commencé à les aider, maintenant que je le pouvais. Ils vivaient toujours dans un quartier modeste de la banlieue parisienne, dans le même appartement où j'ai grandi, avec ses murs fins et ses fenêtres qui laissaient passer le froid en hiver. Je leur ai acheté une nouvelle voiture pour remplacer la vieille Renault que mon père conduisait depuis aussi longtemps que je me souvienne. J'ai remboursé l'hypothèque qui les étranglait encore, une dette contractée des années auparavant, pour maintenir à flot l'entreprise familiale pendant la crise. J'ai commencé à leur envoyer de l'argent tous les mois, non pas comme quelqu'un qui fait l'aumône, mais comme quelqu'un qui rend avec gratitude ce qu'il a reçu avec amour. J'ai aussi aidé mes frères et sœurs. Charles, l'aîné, avait toujours voulu étudier la photographie, mais avait fini par travailler dans une usine pour aider à la maison. Je lui ai payé un cours intensif avec un photographe reconnu et je lui ai acheté l'équipement dont il avait besoin pour démarrer son propre studio. Hélène, ma petite sœur, terminait ses études d'infirmière. Je me suis assurée qu'elle puisse le faire sans avoir à travailler en même temps, comme j'avais dû le faire. Et j'ai tout fait en silence, sans me vanter, parce que je n'avais rien à prouver à personne. Du moins, c'est ce que je croyais. Mais la vérité, c'est qu'une partie de moi, cette part humaine que nous portons tous en nous, désirait que Madame Thérèse sache. Pas pour lui jeter mon succès au visage, mais pour refermer cette blessure qui palpitait encore de temps en temps dans les nuits les plus silencieuses. Parfois, en me promenant sur les belvédères de Lisbonne au crépuscule, je me demandais ce que faisait Marc. S'il était redevenu le fils parfait que sa mère avait toujours voulu, s'il avait trouvé quelqu'un de plus approprié, selon les normes de Madame Thérèse. La dernière fois que nous avions parlé au téléphone, sa voix semblait distante, comme si nous étions déjà des étrangers. Il m'avait raconté qu'il était retourné vivre temporairement chez ses parents, pour économiser, avait-il dit. Mais je savais que c'était plus que ça. C'était un retour au bercail, à la sécurité du connu. Un après-midi, alors que je dégustais un vino verde sur une terrasse du Chiado, j'ai vu passer un couple qui m'a rappelé nous deux au début. De notre histoire, elle riait de quelque chose qu'il avait dit, de ce rire authentique qui vient du ventre. Il la regardait comme si elle était la seule personne au monde. Je me suis demandé quand nous avions perdu ça, à quel moment les paroles venimeuses de Madame Thérèse s'étaient infiltrées entre nous comme un brouillard toxique. Ce n'est qu'en rentrant chez moi ce soir-là, après une promenade sur les rives du Tage, que j'ai réalisé quelque chose de fondamental. Marc ne me manquait pas autant qu'il aurait dû. L'idée de lui me manquait,
Ce que nous aurions pu être dans d'autres circonstances me manquait, mais pas la personne réelle qu'il était maintenant. Peut-être que je n'avais jamais vraiment appris à le connaître, ou peut-être qu'il ne s'était jamais permis d'être qui il était vraiment, toujours pris entre mon amour et l'approbation de sa mère. Cette nuit-là, assise sur ma terrasse, sous un ciel étoilé, j'ai pris une autre décision importante. Il était temps d'arrêter de me cacher. Pas par vengeance, mais par justice. Je voulais que Madame Thérèse sache que cette ignorante sans avenir non seulement avait un avenir, mais elle l'avait en lettres capitales. Elle l'avait en chiffres qu'elle n'avait jamais imaginés. Et plus important encore, elle l'avait construit seule, sans l'aide de son fils, sans la validation de diplômes universitaires, sans appartenir au cercle exclusif qu'elle considérait digne. Je voulais qu'elle sache que ces mots, loin de me couler, avaient en été le carburant qui avait alimenté ma détermination. Que chaque fois qu'elle m'avait traitée d'ignorante, j'avais étudié plus. Chaque fois qu'elle avait insinué que je ne valais rien, j'avais travaillé 2 fois plus. Chaque fois qu'elle m'avait regardé de haut, j'avais fait un pas de plus vers le sommet. Il ne s'agissait pas de l'humilier, mais de lui montrer que son jugement avait été erroné. Qu'il y a de nombreux chemins vers le succès, vers la dignité, vers une vie pleine. Que les diplômes accrochés au mur ne sont qu'une façon de mesurer la valeur d'une personne, mais pas la seule et certainement pas toujours la plus importante. Les semaines suivantes, j'ai commencé à planifier mon retour à Paris. Ce ne serait pas permanent, Lisbonne était maintenant ma maison, mais j'avais besoin de cette conclusion. J'ai engagé une assistante personnelle pour s'occuper des détails logistiques, j'ai réservé un appartement de luxe dans le 16e arrondissement, ironiquement, à quelques rues de la maison des parents de Marc, et j'ai préparé un dossier avec des documents prouvant tout ce que j'avais accompli, les titres de propriété de ma maison, les registres de mes entreprises, les bilans financiers, les dons que j'avais faits à des fondations éducatives. Tout était prêt. Il ne manquait plus que l'occasion, le moment propice pour ces retrouvailles que j'imaginais depuis des mois. Et puis, comme si l'univers avait entendu mes pensées, l'occasion s'est présentée de la manière la plus inattendue. Un matin de novembre, en consultant mes emails dans mon bureau, j'ai reçu un message qui a fait s'arrêter mon cœur un instant. C'était de Marc. Après presque 3 mois sans contact, ces mots sont apparus sur mon écran comme des fantômes d'une autre vie. Ma mère demande de tes nouvelles. Elle dit qu'elle veut te parler. Pourrions-nous nous voir quand? Tu viendras à Paris? Je suis restée à fixer le message pendant ce qui m'a semblé une éternité. J'ai ressenti un étrange mélange d'émotions. Surprise, nervosité, mais aussi un calme profond. Comme si tout le chemin parcouru m'avait préparé précisément à ce moment. Je serai à Paris la semaine prochaine. Ai-je finalement répondu. Nous pourrons parler à ce moment-là. Et ainsi, presque 3 mois après mon départ, j'ai décidé qu'il était temps de revenir. Pas en tant que la Claire qui était partie le cœur brisé et la dignité blessée, mais en tant que la femme que j'étais maintenant. Sûre d'elle, prospère, en paix avec moi-même. Prête à clore un cycle et peut-être à en ouvrir un nouveau. Un matin, j'ai reçu un message de Marc. Il me demandait si nous pouvions parler. Près de 3 mois s'étaient écoulés depuis notre dernière conversation téléphonique, et la notification avec son nom a fait bondir mon cœur. Après avoir respiré profondément, je lui ai répondu que nous pouvions nous voir à Paris la semaine suivante. J'avais de toute façon prévu un voyage d'affaires. C'était le moment parfait pour ces retrouvailles. Nous avons convenu de nous retrouver dans un café près du quartier où nous avions l'habitude de vivre, un petit endroit chaleureux à Oberkampf qui avait été notre refuge le week-end. Je suis arrivée avec 15 minutes d'avance, ce qui ne me ressemblait pas, moi qui avais toujours été la reine de l'imponctualité. La nervosité m'avait poussée à quitter trop tôt l'hôtel où je logeais. Le café était resté le même. Les mêmes tables en bois usées, les mêmes tableaux d'artistes locaux sur les murs, la même odeur de cannelle et de café fraîchement moulu. Je me suis assise à une table près de la fenêtre, d'où je pouvais voir la rue pavée et les Parisiens, qui passaient impressés, emmitouflés dans leurs manteaux, pour se protéger du froid de novembre. Marc est arrivé à l'heure, comme toujours. Quand je l'ai vu entrer, j'ai été surprise de voir à quel point il m'était à la fois familier et différent.
Il était toujours aussi séduisant, avec cet air d'intellectuel distrait qui m'avait fait tomber amoureuse. Mais quelque chose avait changé dans sa posture, dans la façon dont il portait ses épaules légèrement affaissées, comme s'il portait un poids invisible. Quand il m'a vue, son visage a changé. « Tu as l'air différente », a-t-il dit après m'avoir embrassée sur les joues. Ce n'était pas une question, mais une constatation. « Toi aussi », ai-je répondu avec un sourire qui se voulait désinvolte, mais qui cachait une tempête d'émotions contradictoires. Nous nous sommes assis et avons commandé des cafés. Les premières minutes furent gênantes, remplies de ces conversations superficielles que l'on a avec des étrangers. Nous avons parlé du temps à Lisbonne, merveilleux, de son travail. Il avait décroché un projet important, pour rénover un bâtiment historique, de choses qui n'avaient pas vraiment d'importance. Finalement, j'ai rassemblé le courage de lui demander directement « Pourquoi voulais-tu me voir, Marc ?» Il a soupiré, comme s'il avait attendu cette question pour relâcher un air qu'il retenait depuis trop longtemps. « Tu m'as manqué », a-t-il dit avec une sincérité qui m'a fait plus de mal que prévu. Ces mois ont été étranges. Je lui ai raconté une partie de ce qui s'était passé, sans entrer dans les détails. Je lui ai parlé de Lisbonne, de la façon dont j'étais tombée amoureuse de la ville, des petits plaisirs de ma nouvelle vie. Il écoutait attentivement, hochant la tête de temps en temps, avec une expression qui oscillait entre l'admiration et la tristesse. « Tu as l'air heureuse », a-t-il dit quand j'ai fini de parler, avec un sourire doux amer. « Je le suis », ai-je répondu, m'étonnant moi-même de la véracité de cette affirmation. « Et toi ?» Il n'a pas répondu directement. À la place, il a commencé à me parler des changements dans sa vie. Il était retourné vivre temporairement chez ses parents après notre rupture, ce qu'il a décrit comme un pas en arrière pour prendre de l'élan. Il avait maintenant un petit appartement près de son cabinet d'architecte, travaillait plus que jamais, essayant de trouver sa propre voie. Je n'ai pas mentionné que je savais déjà pour ses parents, ni que j'avais gardé un certain contact avec des amis communs qui m'avaient tenu au courant de sa vie. Je ne lui ai pas dit non plus que je savais qu'il était sorti brièvement avec une médecin présentée par sa mère, une relation qui n'avait apparemment pas fonctionné. Marc m'a dit que Madame Thérèse voulait m'inviter au dîner de Noël. Apparemment, elle avait remarqué mon absence lors des dernières réunions de famille, et bien qu'elle ne l'ait pas dit directement, semblait le regretter. « Ta mère ?» ai-je demandé, incapable de cacher ma surprise. « La même qui m'a traitée, d'ignorante sans avenir devant toute ta famille ?» Marc a eu la décence de rougir. « Elle a changé, Claire. Ou du moins, elle essaie. Elle demande constamment de tes nouvelles. Je crois qu'elle a réalisé que... Eh bien, qu'elle s'est trompée sur ton compte. » J'ai hésité un instant. L'idée de me rasseoir à table avec Madame Thérèse, de me soumettre à nouveau à son examen, provoquait en moi une anxiété que je croyais avoir surmontée. Mais je me suis souvenu du dossier que j'avais préparé, des documents que je rassemblais depuis des semaines. Je me suis souvenu de ma promesse de clore ce chapitre avec dignité, pas avec rancœur. « Ce serait quand ?» ai-je finalement demandé. « Le week-end prochain. Je sais que c'est court, mais j'ai pensé que tu pourrais peut-être prolonger ton voyage. »« Je le ferai », ai-je dit, le surprenant et me surprenant moi-même par la rapidité de ma réponse. « Dis à ta mère que je serai là. » Je n'ai pas parlé à Marc de mon entreprise enregistrée au Portugal, ni de mon succès financier. Je ne lui ai pas parlé de la maison à Lisbonne, ni de la façon dont j'avais aidé ma famille. Je voulais garder cette révélation pour le bon moment, quand je serai face à Madame Thérèse. Après presque 2 heures de conversation, nous nous sommes dit au revoir avec une étreinte qui a duré une seconde de trop. J'ai ressenti un pincement de nostalgie, non pas pour ce que nous avions été, mais pour ce que nous aurions pu être dans d'autres circonstances, sans l'ombre toxique de sa mère entre nous. « Tu reviendras à Paris un jour ?» a-t-il demandé, alors que nous nous dirigions vers la sortie. « Peut-être », ai-je répondu, même si je savais que Lisbonne était maintenant ma maison. Mais pour l'instant, je suis là où je dois être. Cette semaine-là, tout en finalisant les détails de mes réunions d'affaires à Paris, je me suis également préparée mentalement à la rencontre avec Madame Thérèse. Je ne voulais pas y aller avec un esprit de vengeance,
mais de justice. Je ne voulais pas l'humilier, mais lui montrer que son jugement avait été erroné, et, peut-être, dans le processus, libérer définitivement ce résidu de douleur que je portais encore en moi. J'ai loué les services d'un chauffeur privé pour me conduire de mon hôtel à la maison des parents de Mark le jour du dîner. Je voulais arriver avec style, non par vanité, mais comme une affirmation silencieuse de ma nouvelle réalité. J'ai choisi un ensemble élégant mais sobre, un pantalon noir droit, un chemisier en soie de couleur ivoire et un manteau en laine. Cachemire, sans marque visible, sans ostentation, mais avec cette qualité qui se perçoit sans avoir besoin d'étiquette. Je portais dans mon sac un dossier qui allait tout changer. Ce n'était pas une arme pour attaquer, mais une vérité pour libérer. J'avais répété mentalement ce moment des dizaines de fois, imaginant l'expression de Madame Thérèse en voyant les documents, en comprenant qui était réellement cette ignorante sans avenir qu'elle avait tant méprisée. La voiture s'est arrêtée devant la maison familière du 16e arrondissement. J'ai respiré profondément, sentant l'air froid de Paris remplir mes poumons. Je n'étais plus la même Claire qui avait quitté cette ville le cœur brisé des mois auparavant. J'étais plus forte, plus sûre de moi, plus complète. « Ne t'en fais pas », me suis-je dit à moi-même, répétant les mêmes mots que j'avais dits à Madame Thérèse lors de ce dîner fatidique. Mais cette fois, ils avaient une signification complètement différente. Ce n'était pas une promesse de vengeance, mais une affirmation de paix intérieure. Avec cette tranquillité que seule donne la certitude d'être sur le bon chemin, j'ai marché vers la porte et j'ai sonné. J'étais prête pour le dernier acte de cette histoire. Le dîner fut tendu au début. Mark a ouvert la porte, avec un sourire nerveux qui trahissait son anxiété face à ses retrouvailles. Il m'a brièvement étreinte et m'a murmuré à l'oreille « Merci d'être venu ». Derrière lui, dans l'entrée, se tenait son père, qui m'a salué avec la même amabilité distante que d'habitude, comme s'il ne savait pas trop quoi faire. De moi. Et puis, elle est apparue. Madame Thérèse, impeccable comme toujours dans une robe gris-perle qui mettait en valeur sa silhouette encore élégante malgré les années. Ses cheveux, parfaitement teints sans un seul cheveu blanc visible, encadraient un visage qui tentait de garder une expression neutre, mais qui ne pouvait cacher complètement son malaise. « Claire, » dit-elle en me tendant une main que je pris brièvement, « quelle surprise de vous voir après tout ce temps. » Il n'y avait pas de chaleur dans sa voix, mais pas non plus l'hostilité ouverte à laquelle j'étais habituée. Elle me regarda comme si elle ne savait pas par où commencer, comme si les mots qu'elle avait toujours eus si facilement sous la main pour me rabaisser s'étaient soudainement évaporés. L'appartement était resté le même, les mêmes meubles anciens, les mêmes tableaux au mur, la même odeur de désodorisant au jasmin mélangé à la cire pour meubles. Cependant, je le voyais différemment. Il ne me semblait plus être un palais intimidant, mais simplement une maison, jolie mais ordinaire, comme tant d'autres à Paris. Lucie, la sœur de Mark, était également là avec son mari. Elle m'a serrée dans ses bras avec une joie sincère, ce qui m'a surprise, car nous n'avions jamais été particulièrement proches. « Tu as manqué beaucoup de dîners de famille », a-t-elle dit avec un sourire. « Maman a été insupportable », et a-t-elle ajouté dans un murmure, en me faisant un clin d'œil. Pendant les premières minutes, la conversation a coulé avec cette artificialité polie propre aux situations gênantes. Nous avons parlé du temps, des prochaines fêtes de Noël, de la nouvelle exposition au musée d'Orsay. Madame Thérèse évitait de me parler directement, adressant ses commentaires principalement à son fils ou à Lucie. Quand nous nous sommes assis à table, je me suis retrouvée à la même place que j'occupais autrefois, en face de Mark et à côté de son père. Madame Thérèse présidait la table, comme toujours, d'où elle pouvait contrôler à la fois la conversation et le service du dîner. La nourriture, comme on pouvait s'y attendre, était exquise. Nous avons commencé par un velouté de potimarron, à la truffe, suivi d'un cabillaud confit avec sa ratatouille, et pour le dessert, une tarte tatin que Madame Thérèse préparait selon une recette familiale. Dans d'autres circonstances, j'aurais énormément apprécié le dîner, mais le nœud dans mon estomac me permettait à peine de manger. Au fur et à mesure que la soirée avançait,
J'ai remarqué que Madame Thérèse m'observait avec une curiosité croissante. Elle m'étudiait quand elle pensait que je ne la regardais pas, comme si elle essayait de déchiffrer en moi quelque chose qu'elle ne pouvait pas comprendre. C'était peut-être ma nouvelle assurance, la façon dont je ne me recroquevillais plus en sa présence, ou simplement le fait que je sois revenue après tout ce qui s'était passé. C'est pendant le dessert qu'elle a finalement décidé de s'adresser à moi directement. « Et dites-moi, Claire, » commença-t-elle avec ce ton condescendant que je connaissais si bien, « qu'avez-vous fait ces derniers mois? Marc nous dit que vous avez quitté Paris. » J'ai senti tous les regards sur moi. Marc semblait tendu, comme s'il craignait ce que je pourrais dire. Lucie, au contraire, me regardait avec une curiosité évidente. « Oui, » ai-je répondu calmement. « J'ai déménagé à Lisbonne. Ça a été un changement nécessaire. » « Lisbonne ?» Madame Thérèse a haussé un sourcil, comme si j'avais mentionné un village reculé au lieu de l'une des plus belles capitales européennes. « Et qu'est-ce que vous êtes allé chercher là-bas? Il doit être difficile de trouver du travail sans... sans une formation adéquate. » Voilà, la première flèche empoisonnée de la soirée. Certaines choses ne changent jamais. En réalité, ai-je répondu en gardant un sourire tranquille, j'ai trouvé exactement ce que je cherchais. Lisbonne est une ville merveilleuse pour les affaires numériques. L'ambiance, la qualité de vie, la connexion avec d'autres marchés, tout est parfait. Vous continuez vos petites affaires sur Internet ? A-t-elle demandé avec ce ton condescendant de toujours, comme si mon travail était un passe-temps insignifiant. Cette fois, au lieu de l'ignorer ou de réagir avec douleur, j'ai sorti le dossier de mon sac et je l'ai posé sur la table, à côté de mon assiette. La conversation s'est arrêtée. Tout le monde regardait l'enveloppe Kraft avec curiosité. En fait, Madame Thérèse, mes petites affaires sur Internet ont pas mal évolué, ai-je dit en ouvrant le dossier et en extrayant plusieurs documents. J'ai pensé que cela pourrait vous intéresser de savoir sur quoi j'ai vraiment travaillé ces dernières années. À l'intérieur, il y avait des copies des titres de propriété de ma maison à Lisbonne, les registres de commerce de mes entreprises en France et au Portugal, un résumé de mes comptes bancaires avec des chiffres de bénéfices qui feraient scier n'importe quel professionnel établi, et plusieurs coupures de presse sur mon agence digitale et les campagnes réussies que nous avions menées. J'ai également inclus des documents montrant les dons que j'avais faits à des fondations éducatives qui aident les jeunes sans ressources à se former en marketing digital. Madame Thérèse les a pris avec dédain au début, comme quelqu'un qui ramasse un prospectus publicitaire non sollicité. Mais à mesure qu'elle tournait les pages, son expression a changé. Ses yeux se sont agrandis, ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes, et une rougeur inattendue a coloré ses joues. « C'est à vous ?» murmura-t-elle en désignant l'acte de la villa à Alfama. J'ai hoché la tête. « Et cette entreprise, c'est vous la fondatrice ?» J'ai de nouveau hoché la tête. « Vous avez gagné tout ça, toute seule ?» Sa voix n'était plus condescendante, mais véritablement incrédule. « Chaque euro, ai-je confirmé. Sans prêt, sans investisseur, sans l'aide de personne. » La table entière est restée silencieuse. Marc me regardait avec un mélange de fierté et d'étonnement, comme s'il voyait une étrangère qui ressemblait à la femme qu'il avait aimée. Lucie souriait ouvertement, profitant visiblement du moment. Le père de Marc examinait les documents avec un intérêt professionnel, hochant occasionnellement la tête en signe d'approbation. Tout le monde attendait ma réaction. J'aurais pu profiter du moment pour humilier Madame Thérèse, pour lui rendre chaque insulte, chaque mépris, chaque regard dédaigneux. J'avais le pouvoir de le faire et une partie de moi désirait cette satisfaction. Mais au lieu de cela, j'ai simplement dit « Ne vous en faites pas. Je sais que ce n'est pas ce que vous attendiez de moi. » Répéter ces mots, les mêmes que j'avais prononcés des mois auparavant, mais cette fois d'une position complètement différente, fut étrangement libérateur. Ce n'était plus une promesse de vengeance, mais une absolution. Je n'avais pas besoin de son approbation, ni de ses excuses, ni même de sa reconnaissance. J'avais juste besoin de clore ce chapitre pour pouvoir avancer sans le poids de cette histoire non résolue. Madame Thérèse n'a pas répondu immédiatement.
À ma grande surprise, elle a posé les documents sur la table, s'est levée sans dire un mot et est allée dans la cuisine. Le silence qu'elle a laissé derrière elle était si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Marc a commencé à parler nerveusement d'un projet sur lequel il travaillait, essayant de combler le vide, mais personne ne lui prêtait vraiment attention. Quelques minutes plus tard, Madame Thérèse est revenue. Ses yeux étaient légèrement rougis, bien que son maquillage soit resté impeccable. Elle s'est approchée de mon côté de la table et, à la stupéfaction de tous, m'a offert une étreinte maladroite, inconfortable, mais réelle. « Je me suis trompée sur votre compte », a-t-elle dit à voix basse, seulement pour moi. Il n'y avait pas de drame dans sa voix, pas de larmes théâtrales, juste une constatation simple et directe. Ce n'étaient pas des excuses parfaites, mais c'était un début, et pour moi, c'était suffisant. Le reste de la soirée s'est déroulé dans un étrange mélange de malaise et de soulagement. Madame Thérèse n'a plus mentionné les documents, mais j'ai remarqué que son attitude envers moi avait subtilement changé. Elle m'a posé des questions sur Lisbonne, sur la vie là-bas, et a même mentionné qu'elle avait toujours voulu visiter le Portugal. Quand l'heure de partir est arrivée, Madame Thérèse m'a accompagnée jusqu'à la porte pendant que Marc appelait un taxi. « Vous reviendrez pour Noël ?» a-t-elle demandé, avec une vulnérabilité que je ne lui avais jamais vue. « Je ne pense pas », ai-je répondu honnêtement. « J'ai des projets à Lisbonne. Mais peut-être au printemps. » Elle a hoché la tête, comme si elle comprenait que certaines distances ne peuvent ni ne doivent être raccourcies trop rapidement. « Prenez soin de vous, Claire, » a-t-elle dit. Et pour la première fois, mon nom dans sa bouche n'a pas sonné comme une insulte. Alors que j'attendais le taxi dans la nuit froide de Paris, Marc s'est approché. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» a-t-il demandé, avec un mélange d'admiration et de reproche dans la voix. « Parce que j'avais besoin de le faire pour moi-même, » ai-je répondu, sans que ce soit à propos de toi, ou de ta mère, ou de prouver quoi que ce soit, à qui que ce soit. Et maintenant ? Sa question a flotté dans l'air froid, chargé de possibilités. Maintenant, je retourne à ma vie, ai-je dit avec un sourire sincère. Et toi, tu trouves la tienne. Je suis retournée à Lisbonne cette même nuit. Le vol nocturne depuis Paris fut comme un voyage entre deux vies, celle que j'avais laissée derrière moi et celle qui m'appartenait désormais entièrement. Alors que l'avion traversait l'obscurité, j'ai pensé au visage de Madame Thérèse en voyant les documents, à son étreinte maladroite, à ces mots que je n'aurais jamais pensé entendre d'elle. Je me suis trompée sur votre compte. Je n'étais pas revenue par orgueil, mais parce que je savais maintenant que ma place était là où je l'avais construite. Dans ma maison lumineuse, avec vue sur le fleuve, dans la vie que j'avais forgée de mes propres mains. Je n'avais plus besoin d'approbation. Ce qui me faisait mal autrefois n'était plus qu'une partie de mon histoire, une cicatrice qui ne saignait plus. Les jours suivants se sont déroulés dans une étrange tranquillité, comme si j'avais laissé un lourd fardeau à Paris. J'ai repris ma routine, petit déjeuner sur la terrasse, réunion avec des clients, promenade au bord du Tage en fin de journée. Mais quelque chose avait changé en moi. La dernière ombre d'insécurité, ce petit coin de mon esprit qui se demandait encore si Madame Thérèse avait raison, s'était complètement dissipé. Une semaine après mon retour, j'ai reçu un message de Marc. Il me racontait que sa mère avait parlé de moi, qu'elle avait même cherché des informations sur le marketing digital sur Internet. « Je crois que tu l'as impressionné », a-t-il écrit, avec un emoji souriant qui semblait déplacé après tout ce qui s'était passé. Je n'ai pas répondu immédiatement. Pas parce que j'étais en colère ou rancunière, mais parce que j'avais besoin de temps pour digérer le fait que ce chapitre était réellement clos. Finalement, je lui ai répondu par un message cordial mais distant. Je lui souhaitais le meilleur, j'espérais qu'il allait bien, et je le remerciais d'avoir facilité cette rencontre. C'était un adieu poli, le point final d'une histoire qui n'avait plus besoin d'autres pages. Avec le temps, la relation avec Madame Thérèse est devenue étonnamment cordiale. Nous ne sommes jamais devenus proches, bien sûr, mais les quelques fois où nous nous sommes croisés lors d'événements familiaux, comme le mariage de Lucie l'année suivante,
Elle a maintenu un respect que j'aurais cru impossible auparavant. Elle a même commencé à me poser des questions sur mon entreprise, avec un intérêt sincère. Et bien qu'au début ce fût difficile, elle a fini par dire à voix haute qu'elle admirait ce que j'avais accompli. « Je n'ai jamais vraiment compris ce que vous faisiez », m'a-t-elle avoué une de ces fois, alors que nous prenions un café sur la terrasse de sa maison. Pour moi, si ça ne venait pas de l'université, ce n'était pas un vrai travail. C'était ce qui se rapprochait le plus d'excuses complètes que j'obtiendrais d'elle, et je l'ai accepté comme telle. Nous ne sommes jamais devenus amis, mais nous avons atteint une paix respectueuse. C'était suffisant. Marc et moi avons essayé de reprendre notre relation brièvement, quelques mois après ce dîner révélateur. Il a passé une semaine avec moi à Lisbonne, explorant la ville, apprenant à me connaître à nouveau. Ce furent de beaux jours, remplis de conversations profondes et de rires retrouvés. Mais nous savions tous les deux que quelque chose de fondamental avait changé. Je n'étais plus la même Claire qui avait besoin de sa protection. Et il était toujours le fils qui, malgré tout, ne pourrait jamais couper complètement le cordon avec sa mère. Nous nous sommes quittés en amis, promettant de rester en contact. Et nous l'avons fait de cette manière décontractée dont les personnes qui ont été importantes continuent d'orbiter dans votre vie. Des messages occasionnels, des vœux d'anniversaire, un café rapide quand nous nous trouvions dans la même ville. Il a finalement rencontré quelqu'un, une architecte brésilienne, avec qui il a fondé son propre cabinet. Je me suis sincèrement réjouie quand il m'a annoncé qu'ils allaient se marier. Mon entreprise a continué de croître. Ce qui avait commencé comme une agence de marketing digital a évolué en une plateforme technologique connectant des marques et des créateurs de contenu à travers l'Europe et l'Amérique latine. J'ai embauché plus de personnel, ouvert des bureaux à Barcelone et à São Paulo, et j'ai finalement vendu l'entreprise à un groupe international pour une somme qui m'a assuré de ne plus jamais avoir à me soucier de l'argent. Ce ne fut pas seulement le succès professionnel qui m'a comblé de satisfaction, mais ce que j'ai pu en faire. J'ai créé une fondation pour aider les femmes entrepreneurs sans formation académique, en leur offrant le mentorat, les ressources et le soutien que je n'ai pas eu quand j'ai commencé. Chaque année, nous sélectionnions 20 femmes avec des idées prometteuses mais sans accès au capital ou à la formation traditionnelle, et nous les accompagnions tout au long du processus de création et de consolidation de leurs entreprises. Voir ces femmes s'épanouir, surmonter leurs propres insécurités, affronter leur propre Madame Thérèse et réussir malgré tout, fut la plus grande des récompenses. Parfois, elles m'invitaient chez elles, me présentaient à leur famille, me montraient avec fierté ce qu'elles avaient construit. Dans leurs yeux, je voyais le reflet de ma propre histoire, mais avec moins de douleur, avec plus de soutien, avec un filet de sécurité que j'avais dû tisser fil par fil. Un après-midi, alors que je supervisais un cours de marketing digital au siège de la fondation, une des étudiantes, une femme d'une 40aine d'années qui avait été femme de ménage toute sa vie, m'a demandé « Pourquoi faites-vous ça ? Vous pourriez profiter de votre argent au lieu de passer des heures ici avec nous. » La réponse est venue sans réfléchir, parce que c'est ça, mon véritable diplôme. Et c'était vrai. Aujourd'hui, je sais que mon diplôme n'est pas accroché à un mur. Il n'a pas besoin de cadre doré ni de sceaux officiels. Il est écrit dans chaque personne que j'ai aidée, dans chaque rêve que j'ai réalisé, dans chaque jour où je me suis relevée sans abandonner. Il est dans les mains de ces femmes qui construisent maintenant leur propre chemin, dans les yeux de mes parents qui n'ont plus à s'inquiéter pour l'avenir, dans le sourire de ma nièce qui étudie à l'université grâce à la bourse que j'ai créée pour elle. Il y a des choses qu'aucune université n'enseigne. La résilience face au mépris, la créativité sous pression, la capacité de voir des opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles, la détermination qui naît précisément du fait que quelqu'un vous dise que vous ne pouvez pas y arriver. Parfois, lorsque je me promène sur les falaises de Casquet, où j'ai acheté ma deuxième maison, une villa face à l'océan Atlantique, je pense à ce jour où Madame Thérèse m'a traitée d'ignorante sans avenir, pour la première fois. Si je pouvais remonter le temps, je dirais à cette Claire effrayée et humiliée de ne pas s'inquiéter, que tout ira bien. Que ces mots qui font mal comme des couteaux ne seront un jour que des anecdotes dans l'histoire de son succès. Parce que c'est la vérité que j'ai découverte.
Les mots n'ont que le pouvoir qu'on leur donne. Ils peuvent vous couler, ou ils peuvent devenir le carburant qui allume votre détermination. Vous pouvez les laisser vous définir, ou vous pouvez les utiliser pour vous redéfinir vous-même. Il y a quelques mois, j'ai reçu une invitation pour donner une conférence à l'université de la Sorbonne, la même où Madame Thérèse avait été professeure pendant des décennies. Le thème était « Entrepreneuriat digital, les chemins alternatifs vers le succès ». J'ai hésité à accepter. Après tout, j'avais construit ma vie loin des cercles académiques qui m'avaient autrefois fait me sentir inférieure, mais j'ai pensé à toutes les étudiantes qui pourraient en être assises dans ces amphithéâtres, se demandant si elles avaient vraiment leur place, ou à celles qui n'iraient peut-être jamais à l'université mais qui avaient le potentiel de créer quelque chose d'extraordinaire. J'ai pensé à toutes les Madame Thérèse du monde qui continuent de croire qu'il n'y a qu'un seul chemin valide vers le succès. J'ai accepté l'invitation. Le jour de la conférence, l'amphithéâtre était plein. Dans le public, à ma grande surprise, se trouvait Madame Thérèse. Plus âgée, plus fragile, mais avec le même regard attentif que toujours. Nos yeux se sont croisés brièvement alors que je montais sur scène. Elle a hoché légèrement la tête. Je lui ai rendu son salut. Nous n'avions pas besoin de plus de mots. J'ai commencé ma conférence par une phrase qui résumait tout mon parcours. On m'a traitée d'ignorante, sans avenir, et cela m'a donné des ailes. Parce que parfois, les ignorants sans avenir volent plus haut que quiconque ne l'attend.